Israël. En général, ça va pas plus loin que 2 jours. On peut toujours rêver. C'est une alternative crédible ce soir. Alors, là. On a vu le sondage qui montrait que ce bloc pourrait avoir 22 députés contre 20 seulement au Likoud. C'est vrai, mais c'est pris ponctuellement. Cela veut dire que Binyamin on le saura ce soir dans la... אנחנו הליכוד, ואין מישהו אחר זולתנו שיוביל את מדינת ישראל. Suite de cette édition spéciale sur i24 News, à la fois donc sur l'événement dont on vient de parler, sur lequel on reviendra évidemment encore, la mort de ce dirigeant palestinien aujourd'hui lors d'une manifestation en Cisjordanie. Il s'agit de Ziad Abou Haine, qui était considéré comme une sorte de ministre en charge des territoires dits occupés en Cisjordanie. Les circonstances sont encore mal établies, on va en parler, mais tout cela peut avoir aussi des conséquences sur cette campagne électorale qui s'accélère ce soir en Israël pour les élections du 17 mars prochain. Vous voyez ce qui est en train de se passer à l'écran à Tel Aviv. Discours conjoint d'Yitzhak Herzog, le chef du parti travailliste, et de l'ancienne ministre Tzipi Livni. Alliance donc entre les deux pour former un bloc en vue de battre, c'est l'objectif annoncé, à Benyamin Netanyahou. On retrouvera Cyril Amar qui est sur place dans un instant. Je salue d'abord dans ce studio l'arrivée de Daniel Haïk, qui est donc analyste politique sur i24 News. Bonsoir Daniel. Et Michael Brezacher, bonsoir. Vous êtes membre du comité central du Likoud, car le Likoud, et ça c'est l'autre événement politique de la soirée, vote ce soir, enfin jusqu'à ce soir, pour décider ou pas d'avancer ces fameuses primaires qui conditionne un petit peu l'avenir politique de Netanyahou. On va en parler également avec vous. Tout cela nous est d'abord expliqué en images avec Cyril Amar. La tendance serait-elle en train de s'inverser? Alors que Binyamin Netanyahou et le Likoud caracolaient en tête des intentions de vote en vue du scrutin de mars prochain, un dernier sondage publié mardi fait apparaître que le Parti travailliste pourrait devenir le premier parti de la Knesset s'il s'alliait à la formation centriste Hatnoua de Tzipi Livni. Une liste commune, consolidée par le ralliement de l'ancien ministre de la Défense, Shaul Mofaz, raflerait en effet 22 des 120 sièges du Parlement, contre 20 pour le Likoud, le parti de droite du Premier ministre. De quoi redonner des couleurs à Yitzhak Herzog, le chef de file des travaillistes, souvent présenté comme un dirigeant à l'image terne. À la question « Laquelle des personnalités suivantes est selon vous la plus apte à exercer les fonctions de Premier ministre ?», de plus en plus d'Israéliens souhaitent lui faire confiance. Pour la première fois, Yitzhak Herzog dépasse la barre des 20%. Il réduit ainsi considérablement l'écart pour se positionner à 1 point seulement du Premier ministre en exercice. Au Likoud, premier test de popularité aujourd'hui pour Binyamin Netanyahou. Le comité central du parti doit se prononcer sur la date des primaires. Un scrutin que le Premier ministre souhaite anticiper pour prendre de court Guidon Sa'ar, l'ex-ministre de l'Intérieur démissionnaire, très populaire auprès des sympathisants du Likoud et qui devrait annoncer d'ici dimanche sa candidature face à Netanyahou. Voilà, campagne donc qui s'accélère, on vous le disait. Daniel Haïk, 2 événements importants donc effectivement ce soir, hein, ce duo donc qui se forme là cette fois de manière avérée, et puis donc le vote au Likoud. Alors on commence par Tzipi Livni. On va commencer par Tzipi Livni. Tzipi Livni et Yitzhak Herzog, c'était attendu, on en avait parlé au cours des derniers jours. C'est une alliance tout à fait étonnante, presque. On va beaucoup commenter cette union. Le message, c'est effectivement l'union fait la force et nous allons vaincre ensemble. C'est le message, c'est le slogan, c'est ce qui est écrit juste derrière nous. C'est le slogan donc de ce parti qui est formé du parti travailliste et du parti de Hatnoua, de Yitzhak Herzog et de Tzipi Livni. Ce qui est tout à fait nouveau et ce qui est tout à fait original, c'est cette possibilité de rotation. C'est un accord de rotation entre Tzipi Livni et Yitzhak Herzog. Yitzhak Herzog, si le président de l'État confie à Yitzhak Herzog le soin de former une coalition gouvernementale au lendemain des élections et qu'il y parvient, et il sera donc Premier ministre pendant 2 ans, et ensuite il cédera ce poste à Tzipi Livni, qui rêve d'être Premier ministre, qui a raté déjà une occasion en 2008 de devenir Premier ministre lorsque Ehud Olmert a démissionné. C'est un cas quasiment
unique, c'est-à-dire dans cette formule, c'est unique. Il y a déjà eu un gouvernement de rotation en Israël entre 1984 et 1988, mais c'était dans une autre constellation politique. C'était parce qu'à l'époque, il y avait effectivement deux blocs, un bloc de droite et un bloc de gauche, et il y avait une parité totale, 60 députés d'un côté, 60 députés de l'autre, et il y a eu donc un gouvernement de coalition, de rotation entre Shimon Peres et Yitzhak Shamir, qui avaient été à leur tour de rôle pendant 2 ans chacun, Premier ministre de l'État d'Israël. Alors voilà pour ce qui est annoncé à gauche. On vote aujourd'hui au Likoud, donc dans votre parti, vous avez vous-même voté, je suppose, oui. Michael Brezacher. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'abord, impression générale, que Netanyahou en ce moment apparaît affaibli à l'entrée de cette campagne? Bon, disons, Netanyahou a décidé d'avancer les élections pour ces raisons. Contrairement à d'autres partis, il doit encore recevoir l'aval de son parti. Ils ont un parti qui souvent l'a gêné parce que contrairement à d'autres partis qui sont des partis soit d'atmosphère ou d'autres, le Likoud est le plus grand parti populaire d'Israël avec près de 80 000 adhérents. Et en principe, Netanyahou est là pour représenter la politique du Likoud. Netanyahou fait souvent un one-man show, mais avant des élections, il doit recevoir l'aval et être réélu par le parti. Et ce processus a été engagé. Ouais. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'au Likoud, il y a une contestation aujourd'hui de plus en plus grande du leadership de Netanyahou? Est-ce que... Bon, disons, Netanyahou est perçu par de nombreux Israéliens, particulièrement dans le Likoud, comme étant le seul Premier ministre envisageable. À l'intérieur du Likoud, ce n'est pas un secret de dire qu'autour de Netanyahou, disons, il y a beaucoup de gens qui ont quitté le Likoud, que ce soit Karlon qui a créé son parti, que ce soit Saar dernièrement. Et je dirais que Netanyahou n'est... Disons, c'est plus aussi populaire qu'avant. Je ne parlais pas de popularité. Il a quand même des gens qui adhèrent à sa politique, mais souvent Netanyahou est plus au centre que la base du Likoud. C'est ça le problème, Daniel Haïk, pour vous aujourd'hui? On l'a peut-être mal perçu au cours des derniers mois. Il y a eu plusieurs événements que l'on n'a peut-être pas remarqués à chaque fois, mais qui ont affaibli Binyamin Netanyahou au sein même des instances du Likoud. Le premier événement, c'est la guerre de Gaza. On n'a pas beaucoup apprécié dans les instances du Likoud, au sein de la base électorale du Likoud, que le Premier ministre soit trop modéré, pas suffisamment ferme envers le Hamas. On aurait voulu que Binyamin Netanyahou, celui qui prétend vouloir envoyer l'armée israélienne de détruire les centrales nucléaires iraniennes, soit capable de détruire tout simplement le Hamas. C'est pas ce que Binyamin Netanyahou a fait. Donc on n'a pas vraiment tellement apprécié l'issue de ce conflit. Il y a eu un deuxième point. En juillet, il y a eu ces élections pour la présidence de l'État. On n'a pas aussi apprécié l'opposition presque ouverte de Binyamin Netanyahou à la candidature quasi consensuelle de Reuven Rivlin. On ne comprenait pas pourquoi Binyamin Netanyahou s'opposait, et cela a suscité une certaine opposition à l'intérieur du Likoud contre Binyamin Netanyahou. Maintenant, la question sera de savoir, le premier indice, on le saura ce soir en fin de soirée, si les membres du comité central du Likoud ont donné suite, ont accepté la proposition de Binyamin Netanyahou de devancer ces élections pour la présidence du Likoud, les élections primaires pour la présidence du Likoud, qui devaient se tenir le 6 janvier et que Binyamin Netanyahou voudrait devancer au 30 décembre. Si effectivement le comité central a voté en faveur de la demande de Binyamin Netanyahou, alors cela veut dire que Binyamin Netanyahou reste tout de même suffisamment puissant. En tout cas, cela veut dire qu'une partie, en tout cas les dirigeants, les cadres du Likoud ne veulent pas d'un autre candidat pour affronter le bloc de centre-gauche. C'est un peu le sentiment général. Vous voulez répondre là-dessus? Oui, j'aimerais surtout faire remarquer que, disons, le scrutin d'aujourd'hui n'est pas pour plébisciter ou non Netanyahou, c'est plus une question, on va dire, de fond, peut-être un peu de forme, dans le sens où ce qui est soumis aux membres du comité central, c'est de savoir, il y a une espèce de package de Netanyahou qui, encore une fois, s'y est pris de façon, on va dire, un peu cavalière et pas très démocratique, ou disons même au comité central, les gens votent sans savoir pourquoi et beaucoup de choses sont cachées et tout. Il y a plusieurs questions qui sont posées aujourd'hui. Au niveau procédural, il y a beaucoup de choses, dans le sens où aujourd'hui, la question, c'est de savoir est-ce que le parti va se comporter selon, on va dire, la Constitution ou les règles, ou accepter le blitz de Netanyahou qui veut changer certains éléments comme avancer les élections,
faire rentrer deux places gardées. Ce deuxième point, c'est aussi important, de faire rentrer deux candidats de son propre choix à l'intérieur de la liste électorale, donc en retirer deux au choix de l'ensemble des adhérents du Likoud. Cela suscite une opposition, mais en tout cas, Benjamin Netanyahou a une justification. Il voudrait justement que cette liste soit plus proche de lui, plus centrée, plus centriste que ne l'était la précédente. Mais là où il y a le vrai débat, et beaucoup de gens reprochent à Netanyahou, c'est le fait, disons, ce que Netanyahou essaie aussi de faire, c'est d'unifier les deux élections pour la tête du parti et pour la liste du parti. C'est-à-dire ce qui n'est pas très fair-play face à ses opposants qui doivent mener de front en même temps. Mais c'est un point important, cette élection, cette consultation, en tout cas des membres du comité central, elle a son importance parce que elle va permettre à un homme de décider si oui ou non il s'engage dans la compétition. C'est Gideon Sa'ar. C'est-à-dire ce sera un indice pour Gideon Sa'ar de savoir que s'il constate que Benjamin Netanyahou est en position affaibli, si effectivement le comité central repousse la proposition de Benjamin Netanyahou de devancer les élections, cela veut dire que le comité central est hostile à Benjamin Netanyahou. Cela peut vouloir dire aussi que l'ensemble des adhérents du Likoud est hostile à Benjamin Netanyahou ou a quelques problèmes par rapport à Benjamin Netanyahou, et cela pourrait encourager Gideon Sa'ar à rejoindre, à se présenter tout simplement contre Benjamin Netanyahou au début du mois de janvier ou à la fin du mois de décembre. Je ne suis pas sûr que cela soit la question. Disons, c'est plutôt une question de savoir qui est souverain. Si c'est le parti, on va dire, qui est élu, qui représente, on va dire, la base, ou Netanyahou qui peut faire un peu comme il veut, comme on l'a vu avant les dernières élections. En une nuit, il a repoussé les élections en s'alliant avec Kadima de Mofaz et tout. Oui, comme ça se passe d'ailleurs dans beaucoup de partis, où il y a une sorte de personnalisation finalement du parti qui est liée à celui qui l'a créé, et où il n'y a pas vraiment de fonctionnement démocratique. C'est pas le cas du Likoud quand même. Alors non, le Likoud et le Parti travailliste aussi sont des partis qui élisent démocratiquement leur liste électorale. Ce sont des élections primaires au cours desquelles chacun se présente. Il faut un nombre de voix. C'est à l'ensemble des membres, des adhérents des partis qui sont consultés pour voter, pour former cette liste électorale. Donc ça se fait de manière tout à fait démocratique, contrairement à, par exemple, le parti de Yair Lapid, qui lui-même, c'est Lapid lui-même qui a décidé de la formation de la liste électorale, qui devrait décider aussi de la formation. C'est la même chose pour Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman, et aussi également, ça se passe un peu comme ça aussi, beaucoup comme ça aussi dans les partis orthodoxes, les partis orthodoxes séfarades et ashkénazes. Un point aussi concernant ce qui s'est passé ce soir avec Tzipi Livni. Alors, je voudrais juste qu'on revienne sur le Likoud avant de passer justement à ce qui se passe ce soir, mais avec vous, Michael Brezara, est-ce que vous sentez à l'intérieur du Likoud aujourd'hui un mouvement qui pourrait aller à la défiance et peut-être à préférer Gideon Sa'ar à Netanyahou pour les élections? Est-ce que vous le sentez, ce mouvement, arriver ou pas? Premièrement, je vais dire, Gideon Sa'ar est un des candidats. Est-ce qu'il va vraiment se présenter ou est-ce que c'est plus un effet médiatique? On le saura jusqu'à dimanche où il devra se prononcer. Mais la question qu'il y a, c'est évident que, on va dire, le peuple ou les membres du Likoud veulent faire entendre leur voix. Au niveau ils sont beaucoup plus, on va dire, à droite ou idéologique que ne l'est Netanyahou. Disons, le comité central qui a été élu ne représente pas tout à fait celui rêvé par Netanyahou. La liste de la dernière Knesset aussi était beaucoup trop, on va dire, idéologique pour Netanyahou. Des poulains de Netanyahou, des alliés, n'ont pas été élus. Disons que Netanyahou, même au niveau de ses déclarations, ne consulte pas trop le Likoud ou les instances du parti. Donc il y a un certain mécontentement qui risque de se traduire soit le 31 décembre ou soit le 6 janvier. Ou peut-être ce soir aussi. Alors ce soir, c'est autre chose. Je ne pense pas que ça soit contre Netanyahou. On verra. On en reparlera. En tout cas, on va aller d'abord... on va retourner à Tel Aviv, mais cette fois, donc là, du côté du centre-gauche. C'est comme ça peut-être qu'il faut appeler désormais ce bloc. On va retrouver Cyril Amar qui a suivi donc le discours conjoint de Tzipi Livni et d'Yitzhak Herzog. Voilà, Cyril, c'est un peu agité autour de vous. C'est normal, le discours vient de se terminer. Bonsoir, Cyril. Donc il y a désormais un vrai bloc en face de Benjamin Netanyahou. Oui, Jean-Charles, pardonnez-moi, je vous entends très mal. Il y a beaucoup d'effervescence ici. Après ce coup de théâtre politique que viennent de nous annoncer Yitzhak Herzog et Tzipi Livni, c'est désormais officiel. Donc, il y aura une liste commune entre le parti travailliste et le parti centriste Atnoua, conduit par la ministre de la Justice, limogée la semaine dernière par Benjamin Netanyahou. Une liste commune qui va donc se présenter sous l'étendard travailliste aux prochaines élections législatives anticipées du 17 mars prochain.
une liste qui va avoir les contours suivants. D'abord, évidemment, le poste numéro 2 est attribué à Tzipi Livni, mais il y aura également plusieurs places réservées aux membres du parti Atnoa sur la nouvelle liste. La 6e place qui devrait être décernée à l'ancien chef de file du Parti travailliste Amir Peretz, et une autre place qui devrait être également réservée à un membre du parti Atnoa. Alors évidemment, les deux dirigeants politiques ont admis qu'il y avait entre eux des divergences politiques, mais qu'ils s'étaient abreuvés à des sources idéologiques complètement différentes. Le Hetzel pour l'un, la faction du sionisme révisionniste pour Tzipi Livni, et puis la Haganah pour Herzog, qui est un enfant du parti travailliste, puisque son père a également été un président travailliste de l'État d'Israël, mais qu'il fallait mettre l'ego de côté, à répéter à plusieurs reprises Yitzhak Herzog, pour vaincre Binyamin Netanyahou. D'ailleurs, cette liste a désormais un nom, elle s'appelle Gagnons ensemble ou Vainquons ensemble, Menatzrim Beyachad, et elle se propose de réunir deux partis sionistes sous un même étendard, donc le camp sioniste. Voilà le slogan de cette nouvelle liste. Alors, on en sait plus sur les contours évidemment de cet accord. Yitzhak Herzog aurait accepté l'exigence de Tzipi Livni d'exercer une rotation du pouvoir si évidemment cette liste était amenée à former la prochaine coalition gouvernementale. Yitzhak Herzog qui conduira cette liste et qui formera la coalition gouvernementale, évidemment si son parti, si sa liste remportait le plus grand nombre de sièges. Et 2 ans plus tard, c'est Tzipi Livni qui lui succéderait au poste de Premier ministre. Merci Cyril Amar, on vous retrouvera un petit peu plus tard pour évoquer d'autres aspects de cette soirée, notamment le vote au Likoud. Alors 2 ans c'est optimiste, parce qu'en Israël en général ça va pas plus loin que 2 ans, voilà. Enfin bon, on peut toujours rêver. C'est une alternative crédible ce soir. Alors, là. On a vu le sondage qui montrait que ce bloc pourrait avoir 22 députés contre 20 seulement au Likoud. C'est vrai, mais c'est pris ponctuellement. Cela veut dire que Binyamin Netanyahou peut demain pactiser avec, par exemple, le foyer juif et former une sorte de bloc qui pourrait obtenir dans les sondages entre 38 et 40 mandats. Donc tout cela, pour l'instant, on est dans des cas de figure tout à fait ponctuels, et il faudra voir l'image générale à la veille des élections ou dans les dernières semaines avant les élections par rapport au sondage. C'est important. Et puis, il y a aussi un point important. Yitzhak Herzog sait qu'il a besoin d'un front plus large. Donc il va essayer maintenant de séduire Yair Lapid, ou peut-être même Moshe Kahlon. Yair Lapid semble être le candidat le plus naturel à rejoindre ce bloc de centre-gauche. Mais attention, les orthodoxes, qui représentent un point important dans l'échiquier politique israélien, ont d'ores et déjà affirmé ce soir que si Yair Lapid rejoignait ce bloc, ils n'apporteraient pas obligatoirement leur soutien à Yitzhak Herzog, avec lequel ils ont d'excellentes relations par ailleurs. Donc tout cela, vous voyez, c'est un jeu complexe de chaises, on va dire, pas de chaises musicales, mais en tout cas c'est un jeu complexe d'alliances, et pour l'instant on n'en est qu'au début de ces alliances. Il y aura d'autres développements, il faut s'attendre à d'autres développements dans cet échiquier politique. Quel Breizacher ? Bon, d'abord, j'aimerais préciser qu'en tout cas formellement, le Likoud doit encore plébisciter Binyamin Netanyahou. Il est possible que Netanyahou ne soit pas à la tête du Likoud au mois de mars. C'est peu probable, mais c'est possible. Deuxièmement, au niveau de ce qui se passe, j'aimerais peut-être juste rajouter que Tzipi Livni, qui a commencé effectivement au Likoud, est en train de faire un tour des partis politiques. Disons, il n'y a pas forcément beaucoup d'idéologie, il y a beaucoup d'intérêts. Le premier intérêt, c'est d'éliminer Netanyahou. Et le deuxième, Tzipi Livni cherche aussi une porte de sortie à être réélu à la Knesset. C'est pas sûr qu'avec son parti actuel, elle ait beaucoup de chance. Donc, en s'alliant au parti travailliste, elle en met une jolie dot avec beaucoup d'argent pour les élections et permet de dépasser éventuellement le Likoud. On a quand même 5 mois avant les élections. Ou 4 mois, on a encore bien du temps et tout pas encore évolué. Il est vrai qu'elle a réussi un coup de maître au niveau politique, Tzipi Livni, ce soir, en s'alliant avec un parti important, le parti travailliste. Son parti Atnoa était risqué de ne pas franchir le seuil d'éligibilité. Or, elle se retrouve quasiment en position de potentiel Premier ministre. Donc, pour elle, c'est le meilleur accord qu'elle pouvait espérer. Est-ce que cela sera suffisant
suffisant au lendemain des élections, on le verra. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça donne en tout cas maintenant une vision un peu plus claire de ce qui peut se passer pour cette élection. Il y a également ce soir le cas... Il y aura encore des rebondissements, Jean-Charles. Il y aura énormément de rebondissements d'ici là. Alors je voudrais qu'on parle également de cette situation qui, évidemment, ce qui s'est passé aujourd'hui en Cisjordanie, donc la mort de ce leader palestinien, la pression que les Américains vont mettre sur Netanyahou sans doute lundi prochain à Rome avec l'entretien entre John Kerry et Benjamin Netanyahou. Est-ce que vous avez l'impression que tout cela va influencer ou pas la campagne intérieure? En clair, est-ce que les Palestiniens vont tenter d'influencer le vote comme les Américains pourraient le faire? Bon, disons, c'est évident que le monde entier cherche à influencer, que ce soit les Européens ou les États-Unis, mais le sujet, disons, de ce qui se passe en Judée-Samarie est un sujet très important à l'intérieur du parti. D'ailleurs, un des candidats, un des challengers de Netanyahou, parle ouvertement de revenir à la charte du Likoud, un État pour un peuple. C'est-à-dire qu'il renie la solution à deux États. Donc on serait plus dans les deux États, deux peuples prononcés par Netanyahou à Bar-Ilan. Justement, disons que ce qu'il a prononcé à Bar-Ilan n'a jamais été mandaté ou confirmé par son parti, où il y a un certain hiatus. Le parti... Ça, c'est un vrai... Alors, il y a une différence, je pense qu'il y a une différence entre l'autorité palestinienne et... on va dire la communauté internationale, les Européens et les Américains. Pour ce qui est de l'autorité palestinienne, à la suite de ce qui s'est passé aujourd'hui, il est peu probable, en tout cas, il est probable que Mahmoud Abbas fasse tout pour tenir ses troupes, pour empêcher qu'il y ait le moindre attentat terroriste à la suite de ce qui s'est passé aujourd'hui, de la mort de ce ministre palestinien. Parce qu'il est clair que pour Mahmoud Abbas, tout attentat terroriste profiterait à la droite, renforcerait la droite. Or, du côté des Palestiniens, du côté de Mahmoud Abbas, on sent que Benjamin Netanyahou est quelque peu affaibli. On va dire que ce serait totalement absurde de la part des Palestiniens de le renforcer en laissant par exemple la possibilité, en arrêtant la coopération sécuritaire entre Israël et les Palestiniens, entre les forces israéliennes et les forces palestiniennes. Cela permettrait à des terroristes du Hamas, par exemple, ou du djihad islamique, de multiplier les attentats. Et cela, Mahmoud Abbas ne le veut pas. Ce n'est pas dans son intérêt politique aujourd'hui d'avoir des attentats, une multiplication d'attentats, et parce que tout simplement cela ferait le jeu de la droite israélienne, comme on l'a vu à l'époque, en particulier en 1996, on en avait parlé, une partie de l'électorat qui aurait pu voter pour la gauche, pour Shimon Peres au lendemain de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, a finalement voté pour Benjamin Netanyahou après la multiplication des attentats qui s'étaient produits en été dans l'hiver 95-96. Donc ça ne sert pas les Palestiniens d'attiser la tension en Judée et Samarie. Par contre, du côté de la communauté internationale, en particulier des Américains, les Américains, John Kerry la semaine dernière avait dit nous ne nous impliquerons pas, nous ne nous immiscerons pas dans les élections législatives en Israël. Mais en fait, hier, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Dan Shapiro, a tout simplement dit que Barack Obama avait l'intention de continuer à œuvrer en vue d'un accord, de parvenir à un accord au cours des 2 dernières années. Ce n'est pas parce qu'il est paralysé par le Congrès, qui est un Congrès maintenant républicain, qu'il ne va pas poursuivre ses efforts en vue de parvenir à un accord. Et cela signifie, c'est un message adressé à l'électorat israélien, si vous voulez, il peut y avoir un accord de paix cautionné par Barack Obama, si vous savez élire le leader qui sera capable de pactiser, donc de former cet accord, de conclure cet accord avec les Palestiniens. Ouais. Donc là, à votre avis, la situation sécuritaire aujourd'hui Disons sécuritaire, moi je vois les choses beaucoup plus, on va dire simplement. Je dirais qu'il est de l'intérêt d'Abou Mazen de maintenir une certaine paix. Il ne faut pas oublier qu'il a aussi besoin de la coopération des Israéliens. Le Hamas a essayé de le renverser il n'y a pas si longtemps. On est quand même dans une région où il suffit de regarder un peu autour de nous, il y a une grande instabilité. Donc, encore une fois, il y a beaucoup d'intérêts. Il y a des déclarations. Et en plus, les Israéliens, aujourd'hui, Netanyahou est un adversaire relativement, je dirais, conciliant pour les Palestiniens. Il suffit de voir ce qui s'est passé cet été. Je dirais, c'est sûr que les États-Unis... En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il est tout à fait conciliant pour Mahmoud Abbas. C'est-à-dire Mahmoud Abbas pourrait, à moins qu'il ne veuille pas d'accord délibérément, eh bien Mahmoud Abbas souhaiterait un partenaire qui serait plus proche de la gauche israélienne, un homme comme Yitzhak Herzog ou même comme Tzipi Livni. Alors, on parlait de la situation sécuritaire, évidemment très tendue avec ce qui s'est passé aujourd'hui en Cisjordanie. Il y a également eu cette affaire un petit peu étonnante de ce ressortissant américain